de président de la République, je sers le retard et tout. Merci. Capitaine Mayombo, bonsoir. Afanda. Oh. Hein? Même la caméra. C'est pas possible. Mais au bilo on a bisoto sakana, ba pacte na bisoto signaka ya franc-maçonnerie. Sauf le fait place au bozo l'opprobre et tout ça bisoto le baka, j'aurais la tête coupée. Mais yango yo penza bilo qu'on a bisoto. Monsieur Caméré, je veux dire ici à Monsieur Caméré que la culture de Chancellor Opamba dans laquelle il a évolué politiquement, elle est dépassée. Elle est dépassée. C'est fini ça. Quand on vient à l'opposition, il n'a que 2 mois à l'opposition. Il n'a pas à venir donner des leçons à des gens qui sont depuis 30 ans dans l'opposition. Ça fait 2 mois, il doit être humble, il doit apprendre à grandir dans l'opposition. Parce qu'il a encore à prouver, il doit encore démontrer à la face de nos compatriotes que c'est un opposant. Et ça, il n'a pas encore obtenu et déjà, il affiche une certaine arrogance que nous n'apprécions pas vraiment à lui. Et je le dis sans peur, je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Parce qu'il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, rentre dans une ère démocratique, dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant. Et nous en avons les potentialités. Ya solo nalobaki que nako déboulonner système dictatorial oyo to combataki na pays. Mais nazoka moi système ezali mutote. Système ezali ba méthode. Ba méthode oyo ebomaki mboka na biso. Ba méthode wana ezali lokola corruption, ba méthode wana ezali lokola violence, ba arrestation arbitraire, ba violation à ba droit de l'homme, motoza alobi opinion na ye po esepeli si ba konzite, ba kangiye, voire ba bomiye, moto asengi a informer que a la marche paix pacifique amemi mandoki na maboko te babete masasi akufi baka eze belé na mboka na biso nde biloko na lobaki système wana oye kota uta AFDL ti kino lelo enfin kino na décembre 2018 système wana na ko déboulonner yango po bokonzi onga na ngina kotisa na Congo ezali bokonzi ya koboma bana mboka te ezali bokonzi ya koyiba mboka te
ezali bokonzi ya kotonga mboka ya kokotisa kimia pe bolingo kati ya bakongole. Donc soki oyoki moto ayimi elakisi te aza na motema mabe, aza na makanisi mabe ke ye alingaki système wana continue. Alors ce moto na FCC aza na makanisi wana ayeba ke nga na ye tokotambola elongo te, parce que nga na ye makambo ya bakopo ezalaka wana te, na ye kosilisa makambo wana. Moto nyonso oyo akolinga kopusa na pembeni na nga aya na makanisi ya si. Je veux m'attaquer à tout ce qui a avili le citoyen congolais et qui a contribué à affaiblir le développement de notre pays. Toutes ces antivaleurs de corruption, de violation des droits de l'homme, de brimade, toutes ces habitudes qui consistaient à traquer les opposants parce qu'ils avaient émis un son contraire par rapport aux autorités du pays. Si nous allons dans cette coalition avec le FCC, c'est autour de ces principes que je viens de vous étayer ici. Ce n'est pas autour de ce qu'il faisait avant. On va se mettre ensemble, mais autour de la nouvelle vision, de la nouvelle approche qui est la mienne. Et pas question de replonger dans les travers du passé. C'est ça que je vais déboulonner. Ce n'est pas de problème individuel avec qui que ce soit. J'ai proposé que l'on tire un trait sur le passé, notre passé, qui est fait de beaucoup de mauvaises choses, en nous disant, OK, dès maintenant, nous recommençons une nouvelle ère. Et nous espérons que dans cette ère, il n'y aura plus ces pratiques du passé. Si maintenant ce que j'ai dit a gêné des gens, ça veut dire que ces gens sont mal intentionnés. C'est qu'ils ne voulaient pas m'entendre dire des choses comme ça parce qu'ils pensaient que moi, j'allais être un président qui allait être complaisant et allait continuer les mêmes méthodes du passé. Je dis non, je n'accepterai pas ça. Je ne vais plus retomber. Coordination du directeur de cabinet du chef de l'État, président de la Échanger. 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 Muluba ndeko nayo, Mukongo ndeko nayo, Munande ndeko nayo, Lokele ndeko nayo, Musongi ndeko nayo, Fayulu ndeko nayo, Shadari ndeko nayo, Kamere ndeko nayo, Tshisekedi ndeko nayo, Kabila. Au Congo. Une élection volontairement bâclée y a eu lieu le 30 décembre 2018. Et les résultats de la dite élection ont été fabriqués. Pour refléter cette tragédie qui vient de se passer au Congo, j'ai ajouté une précision au sujet qui m'a été donnée et qui s'articule maintenant comme suit. Quel avenir pour le Congo après la fraude électorale du 30 décembre 2018? Ma position personnelle est que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme doit prévaloir dans un Congo futur. Il ne faut pas que le véritable vainqueur d'une élection soit empêché d'être proclamé vainqueur parce que le régime en place en décide autrement.
des commissions électorales futures sous le contrôle exclusif d'un gouvernement à la gouvernance désastreuse ne peuvent que mener à un désastre électoral plus grand encore. Il est inconcevable que tout ceci arrive dans un pays où est présent la plus grande mission civile et militaire de l'ONU. Le fiasco électoral actuel sous la présence de la mission de l'ONU est incompréhensible. À l'avenir, cette mission ainsi que ses chefs doivent être du côté des Congolais et ne devraient point donner l'impression, maintes fois observée, d'être de connivence avec les régimes en place. Aucun argument sur la soi-disant souveraineté nationale ne pourrait faire le poids, sinon cette même mission de l'ONU ne serait point devenue presque une mission permanente depuis 20 ans. Une partie mentionnée ci-dessus se réduit à la mauvaise gouvernance. Il y a un manque cruel d'un leadership compétent, responsable, visionnaire, intègre, capable de faire fructifier le formidable potentiel du Congo et pour la prospérité de sa population et de ses amis. Je ne vois pas comment la continuation d'un régime du Kabila pratiquement qui refuse de partir et dirige autrement, arriverait à résoudre les problèmes. Fasse le ciel qu'il en soit autrement. Enfin, pour finir, de répondre à la question de notre propos de ce jour, à savoir quel avenir le Congo aura après la fraude électorale du 30 décembre 2018, nous faisons confiance en notre peuple pour surprendre, car le peuple congolais doit être au centre des préoccupations qui permettent d'écrire son histoire d'un avenir meilleur, prospère et radieux. Et je vous remercie. Nous avions organisé une mission d'observation avec plus de 40 000 observateurs dans le bureau de vote. Et selon la technique que nous avions appliquée, les résultats de notre observation s'est passé de tout commentaire. Qui était le vainqueur de la présidentielle? Il était clair que M. Martin Fayulu a été élu, d'après les résultats de notre observation, à plus de 60%. Mais comme vous le savez, c'est quelqu'un d'autre qui a été proclamé. Nous avons eu le temps de dénoncer ce qui a été un mensonge spectaculaire. Mais nous constatons aussi que l'institution président de la République continue à fonctionner. Et pour le moment, c'est Félix Tshisekedi qui occupe ce poste-là. Nous n'avons d'autre choix que composer avec celui qui occupe la fonction président de la République.
Seulement, nous constatons aussi qu'il est dans une situation extrêmement difficile. Et nous avons quelques inquiétudes à ce sujet, s'il aura vraiment tous les attributs d'un vrai président. Entre 4 et 9 millions de morts depuis 1993. Certains vont même bien au-delà de ces chiffres, jusqu'à parler de 12 millions de morts. Un génocide incontestable selon l'ONU, et pourtant un génocide dont certains n'ont probablement jamais entendu parler. C'est le conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ce sont les Nations Unies qui le disent. Alors pourquoi on n'en parle pas? Simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêts en jeu. Le conflit du Congo est un conflit africain sur fond de velléité occidentale, notamment anglo-saxonne, des anglo-saxons qui voulaient faire main basse sur les richesses du Congo. Ces journalistes congolais s'interrogent à juste titre sur le traitement médiatique et politique du chaos que subit encore aujourd'hui le peuple congolais. Comment et pourquoi des millions de morts ont ainsi pu être passés sous silence, si peu documentés, et comment se fait-il que la communauté internationale ait si peu réagi? Il ne faut pas qu'on oublie que les gros groupes médiatiques sont toujours financés. Il y a énormément de lobbying derrière les médias, et je pense que, étant donné l'implication et les profits, les gros profits que font aujourd'hui les multinationales occidentales sur le sous-sol congolais, mettre la lumière sur ce qui se passe au Congo, je pense que c'est juste pas bon pour les finances, c'est pas bon pour le profit. En gros, aujourd'hui, on peut clairement affirmer que tous les pays industrialisés et la grande majorité des multinationales ont un intérêt quant aux ressources énergétiques et aux minerais présents en RDC. Car il faut bien comprendre de ce dont on parle, la RDC, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique, c'est 4 fois la France ou 80 fois la Belgique, l'ancien pays colonisateur. Et c'est pour ça qu'on parle de pays-continent. Mais c'est surtout une multitude de ressources naturelles et de minerais stratégiques, dont la liste, beaucoup trop longue à développer en totalité, contient notamment du cobalt, du pétrole, des diamants, de l'uranium. Et on estime que 80% des réserves mondiales de coltan se retrouvent en RDC. Et ce minerai-là, on en profite tous, puisqu'il est présent dans tous nos objets électroniques du quotidien, nos ordinateurs, nos voitures et nos téléphones portables. Quand je dis 1 minute de silence, quand tu m'appelles sur mon phone en mémoire des Congolais morts pour mon iPhone, c'est que c'est vrai, même moi, j'en ai un dans ma poche, sans lequel je pourrais pas vivre, mais par un moment, c'est important que je pense aux personnes qui ont versé leur sang pour ça. Beaucoup d'États sont impliqués et gagnent au maintien de l'instabilité au Congo. Quand on voit l'importance du coltan dans les enjeux de concurrence entre multinationales, on comprend qu'il n'y a aucun pays industrialisé qui pourrait affirmer, d'ailleurs il préfère ce terme, qui pourrait affirmer qu'aujourd'hui il n'y a pas de lien, il n'y a pas de commerce avec le Congo. Mais alors vous me direz, ok, c'est un pays riche en ressources naturelles, comme d'autres pays en Afrique, mais quel rapport avec le génocide ou les massacres de population ? Eh bien, en réalité, la situation en RDC est extrêmement complexe et on y reviendra plus tard. Elle ne peut être expliquée sans raconter son histoire et notamment son histoire coloniale. Mais aujourd'hui, si on devait résumer la raison de ces massacres, de ces millions de déplacés, de ces dizaines de milliers de femmes violées, c'est l'exploration de ces ressources naturelles. On présente aujourd'hui le conflit comme étant une affaire entre barbares africains, alors qu'en réalité, il s'agit d'une guerre de basse intensité, c'est-à-dire c'est une guerre de haute intensité, une guerre chaude qui est devenue une guerre avec le temps de basse intensité, avec les mêmes velléités, avec les mêmes objectifs. Terroriser la population congolaise, l'emmener à se déplacer et à céder des terres qui vont être occupées par des populations venues d'ailleurs, notamment du Rwanda, et des multinationales qui tiennent à faire main basse sur les richesses de cette partie du pays. Le chaos est quelque chose qui arrange. Le chaos est nécessaire pour que le pillage puisse perdurer. S'il y avait paix, est-ce qu'il serait possible de venir et de dire à des gens qui vivent quelque part, vos terres, là où vous cultivez, là où vous avez construit votre maison, est-ce que vous pouvez pas vous mettre juste à côté? Ben non, on peut pas. Si on trouve un endroit avec potentiellement du cobalt, de l'or, du diamant, que sais-je, de l'uranium, et qu'il y a une population qui vit sur ce territoire-là, je pense qu'il est plus intéressant de financer un groupe rebelle pour faire massacrer le village que tout le monde s'en fout, plutôt que de leur demander gentiment de partir. En gros, il y a 80 millions d'habitants en RDC. Il y a des gens qui vivent dans ces zones riches en ressources naturelles dont le monde a besoin, et pour explorer ces ressources, il faut chasser ces populations. Comme c'est le cas par exemple à l'est du pays, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, des zones très riches en coltan. Ce qui se passe à l'est du pays, donc nord Kivu, sud Kivu, ce sont des massacres, ce sont des viols avec extrême violence. On viole des femmes à l'est du Congo, et après les avoir violées parfois, on va enfoncer des baïonnettes, parfois on va tirer dans l'organe génital de ces femmes-là. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est notamment contre ces viols-là que se bat le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, qui dénonce depuis des années l'usage du viol comme arme de guerre. Mais lorsque vous violez une femme
avec extrême violence. Vous détruisez totalement la famille, vous détruisez la vision que le mari a sur sa femme, vous détruisez les enfants qui ont souvent assisté au viol. Pour certains, se sont aussi fait violer parce qu'on a des enfants de 6 mois qui arrivent à l'hôpital de Panzi, à l'hôpital de Dr Mukwege. Et en fait, on se rend compte que ce génocide qui est passé sous silence utilise le vagin de nos mamans comme un champ de bataille. C'est réel, c'est-à-dire que en faisant ça, c'est pas seulement déstructurer la société et la déstabiliser pendant 3 mois ou pendant 1 an. C'est toute une vie. Des atrocités qui dépassent l'entendement et qui rappellent le génocide et les violences subies par le pays voisin, le Rwanda. Et c'est là un autre point de départ du génocide congolais. En 1994, des millions de Rwandais Hutus, dont de nombreux génocidaires chassés du Rwanda, se réfugient en RDC. Des terres sont accaparées par l'armée rwandaise, des massacres sont perpétrés comme au Rwanda, et des viols sont commis avec extrême violence. Donc on a toute une série de facteurs liés à la fois à la fuite des génocidaires, mais aussi à leur instrumentalisation après, qui va expliquer l'installation de la violence. Mais en réalité, cette violence extrême que connaît le peuple congolais remonte bien plus loin dans son histoire, et notamment dans son histoire coloniale. Depuis le 19e siècle, il a été l'objet de tous les appétits. Une première phase qui était autour des richesses liées au caoutchouc et qui a donné un vrai désastre au Congo, puisque ça a été une des colonisations les plus dures, une des colonisations les plus barbares. Et là encore, des millions de morts, 5 à 8 millions, peut-être même 10. L'une des conquêtes coloniales les plus sanglantes du 19e siècle. Adam Hochschild, journaliste américain qui a publié une enquête sur la colonisation du Congo belge, parle d'Holocauste oublié. Il raconte la barbarie du roi belge Léopold II qui, pour faire prospérer le commerce d'ivoire et de caoutchouc, met en place une exploitation impitoyable. Esclavage, déportation, travail forcé, flagellation, torture et mutilation avec l'une des plus répandues, les mains coupées. Voilà plus d'un siècle que les Congolais subissent massacre sur massacre, génocide sur génocide, que le monde entier profite de leurs richesses pendant qu'eux figurent parmi les plus pauvres de la planète. Et aujourd'hui encore, la situation chaotique dans laquelle tentent de survivre certaines populations congolaises est la conséquence directe de nos modes de vie. C'est à cause de ça ce qui est en train de se passer au Congo. Les gens sont massacrés pour cette course au profit. Tant que dans ce monde, l'argent passera avant l'humain, je ne vois pas comment est-ce que les choses pourraient changer.